Si vous êtes en vacances, c'est peut-être le bon moment pour demander à vos enfants de lever le nez de leur téléphone et de lâcher TikTok ou Instagram. Non seulement ils pourront profiter du paysage, mais cette cure de désintoxication leur sera salutaire. Bonjour Jacques Hainaut. Bonjour. Vous êtes journaliste, docteur en sciences de l'information et de la communication et spécialiste du numérique. Et vous venez de publier « Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux ». L'actualité est pleine d'histoires qui finissent mal entre les réseaux sociaux et les plus jeunes. Harcèlement moral, parfois jusqu'au suicide, chantage, partage de photos intimes. Et pourtant, les réseaux sociaux fascinent. Qu'est-ce qui crée cette addiction, si on peut employer ce mot-là d'ailleurs ? Alors, il y a plusieurs éléments pour répondre à votre question. Si effectivement on peut parler d'addiction, le terme fait débat, effectivement. Je crois qu'un des premiers éléments, c'est la fascination pour les images. Tous les réseaux sociaux que vous venez d'évoquer, qui sont les réseaux sociaux favoris des enfants, sont à la base d'images, de vidéos. Et une image, c'est ce que j'explique aux enfants lorsque j'interviens devant eux en intervention scolaire. Les images, elles nous fascinent. Pourquoi est-ce qu'elles nous fascinent ? Pourquoi est-ce qu'on y passe autant de temps devant les images ? Parce que toutes les images, que ce soit des images fixes ou des images animées, des vidéos, elles nous racontent une histoire. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, avec une vidéo qui commence à vous raconter le début d'une histoire. On vous capte votre attention avec le début d'une histoire, et puis vous avez envie de voir la fin de l'histoire. Donc, tous les réseaux sociaux qui ont le plus de succès ces dernières années, TikTok en premier, ce sont des vidéos très courtes, donc une petite histoire très courte. Et donc, l'enfant commence à être plongé dans l'histoire au début de la vidéo, et puis il a envie de rester jusqu'au bout, et il va y passer du temps. Qui dit image dit exhibitionnisme aussi. Tous les plus jeunes partagent des images sur les réseaux sociaux et c'est pas pour faire valoir leur talent de photographe ou de vidéaste, mais c'est pour avoir un retour de ceux qui voient ces images. Alors aujourd'hui, on estime effectivement que vous avez plus de 1 milliard, 2 milliards de photos qui sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux dans le monde. Donc, lorsque vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque part, on peut dire que vous avez 1 milliard de concurrents. Et donc, pour avoir des likes, effectivement, parce qu'on va voir pourquoi on aime les likes, pour avoir des likes, à un moment, il faut effectivement s'exhiber, parce que sinon, on passe pas, on n'a pas de likes. Et c'est là qu'intervient l'algorithme du réseau social en question. Vous dites que le plus sophistiqué, c'est celui de TikTok. Alors, c'est l'algorithme qui a la réputation d'être le plus sophistiqué. Donc, il analyse tout ce que nous faisons sur TikTok. Donc, quelle vidéo nous regardons, combien de temps nous y passons, est-ce que nous la regardons en entier, est-ce que nous la revoyons, est-ce que nous la partageons, avec qui nous la partageons, est-ce que nous la commentons, etc. Où est-ce que nous l'avons vue, sur quel appareil, quand, etc. Donc tout est analysé, décortiqué, c'est en tout cas la réputation qu'il a, et effectivement tout est fait pour que, une fois que vous avez fini de voir une vidéo, l'algorithme va montrer à nos enfants une vidéo du même style, qui donc va leur plaire, et donc ils vont passer de vidéo en vidéo. Et une des astuces aussi utilisées par TikTok, c'est que sur certains modèles de l'application, sur certains téléphones, l'heure disparaît. Donc vous n'avez plus de référence horaire, donc vous ne savez plus combien de temps, vous ne pouvez plus savoir, aucune possibilité de savoir combien de temps vous y avez passé. Et donc là, effectivement, le but de tous ces réseaux sociaux, c'est qu'on y passe le maximum de temps, nos enfants y passent le maximum de temps pour qu'ils puissent nous montrer de la publicité et gagner de l'argent. Vous intervenez régulièrement, vous le disiez, en milieu scolaire, et vous écrivez qu'un élève de CE2 sur 10 possède un smartphone et a ouvert un compte sur les réseaux sociaux. En CE2, les gamins, ils ont 8 ans à peu près. Oui. Pourquoi diable autant de jeunes enfants se retrouvent propriétaires d'un smartphone ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Vous avez des familles séparées, donc avoir un smartphone, ça permet maintenir le contact avec le papa ou la maman lorsque l'enfant n'est pas chez lui ou chez elle cette semaine-là. Ça permet, il y a la pression des grands frères. Donc le petit, il voit, ou la petite sœur voit les grands frères, la grande sœur qui est sur les réseaux sociaux, ou même les parents qui sont sur les réseaux sociaux, et donc ils ont envie de faire pareil. Les enfants adorent imiter. Il y a aussi le phénomène du fait qu'on se rééquipe régulièrement en téléphone portable, en smartphone. Donc on refile l'ancien. Voilà, donc on refile l'ancien au petit qui est tout content.
Et puis, vous avez la pression. Vous avez des enfants qui, effectivement, disent je voudrais bien avoir un téléphone portable. Les parents qui tiennent bon en disant je vais d'abord te donner un téléphone qui ne fait que téléphoner, les fameuses 9 touches. Là. Et puis là, l'enfant, il regarde, il dit mais tu veux ma mort sociale, je peux pas, c'est plus possible d'avoir un téléphone comme ça aujourd'hui. Jusqu'à quel âge on peut résister à la demande de l'enfant d'avoir un téléphone portable et un smartphone en particulier ? Alors, idéalement, jusqu'à ce que l'enfant ait la maturité nécessaire pour résister à toutes ces tentations. On en parlait d'algorithmes, d'images, etc. Tout ça, les likes. Difficile de l'estimer cet âge-là. Oui. Alors donc ça dépend des enfants. Je pense que quand même, effectivement, au primaire, aucun enfant ne devrait avoir de smartphone. Ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Au collège, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible. Et vous avez des familles qui arrivent à tenir jusqu'en seconde, donc ils donnent un smartphone qu'en seconde. Donc là, tout est à faire, effectivement. Là, on ne peut pas se mettre à la place des parents. Hein, tout est à faire, effectivement, de maturité de l'enfant, de quelle est la culture de la famille, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, est-ce qu'on donne un smartphone, mais aussi on peut le donner avec un contrôle parental. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous expliquez dans le livre comment installer un contrôle parental. Voilà. Donc, si on donne un smartphone, il faut mettre un contrôle parental absolument en place pour que l'enfant n'y passe pas trop de temps et n'aille pas faire n'importe quoi. Alors, un mot de chimie. Les réseaux sociaux exploiteraient, dites-vous, une faille de la psychologie humaine, notre dépendance à la dopamine, une substance biochimique synthétisée dans les neurones de notre cerveau et liée au plaisir. Oui. Alors, la dopamine, là, est vraiment. Il y a plein d'études qui sortent en ce moment, donc il y a plein de connaissances nouvelles qui apparaissent. Donc, pour faire simple, effectivement, la dopamine est une hormone sécrétée par le cerveau et qui est associée au plaisir. Les sources de plaisir sont pas si nombreuses que ça. Et lorsqu'on en a trouvé une, on y revient. Et effectivement, une des sources de plaisir aujourd'hui, c'est de publier quelque chose sur les réseaux sociaux et d'avoir des likes. Des petits cœurs sur Instagram, tout ce que vous voulez. Et donc on est tout content, notre cerveau sécrète de la dopamine, et donc on veut encore en avoir parce que ça fait du bien, et donc on va republier des choses, et donc en espérant qu'il y ait des likes, et donc que notre cerveau sécrète de la dopamine. Alors maintenant, il y a des recherches qui montrent même que la dopamine, elle est sécrétée avant même le plaisir, si vous voulez. Elle est sécrétée lorsqu'on sait qu'on va avoir du plaisir. Donc le simple fait... L'idée du plaisir. Voilà. Le simple fait de publier quelque chose, sachant que peut-être on aura du plaisir en ayant un like, peut-être que ça sécrète déjà de la dopamine. Et les enfants sont moins bien équipés pour ces pics de dopamine. Ils ne sont pas assez mûrs pour ils savent pas gérer. Voilà, ils savent pas gérer, bien sûr. Ça sert à un adulte, a priori, au bout de quelques années, c'est à peu près gérer son attirance, sa dépendance à la dopamine et au plaisir. Alors la dopamine, substance chimique liée au plaisir, cela étant dit, vous insistez sur un point, non seulement les réseaux sociaux créent des troubles de l'attention, exposent à des contenus discutables, on va y revenir, mais aussi, selon plusieurs études, ils ne rendent pas plus heureux, ils créent même de la dépression. Oui, alors, tout le débat est de savoir si est-ce que les enfants sont d'abord déprimés et ensuite ils vont sur les réseaux sociaux et ils vont consulter des choses un peu en rapport avec leur problème, donc la dépression, donc ils vont consulter des vidéos qui vont un peu les déprimer encore. Et donc l'algorithme le repère, il ne repère pas forcément que ça déprime. L'algorithme, il est stupide, il dit tiens, voilà, tel type de contenu, ça intéresse. Donc l'algorithme va reproposer, en l'occurrence, des contenus qui dépriment. Jusqu'au mot suicide, par exemple, des jeunes qui vont aller chercher des informations sur le suicide et finalement l'algorithme se dit on va leur en donner encore plus. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir ou le rabbit hole, c'est-à-dire que les enfants, rabbit hole, oui, le trou du lapin, c'est référence à Alice au pays des merveilles qui tombe dans un trou, voilà. Et donc là, les enfants sont enfermés, même les adultes sont enfermés dans un entonnoir. De plus en plus, on les enferme dans quelque chose qui effectivement leur plaît, mais qui les enferme dans leurs problèmes. Réduction du temps de sommeil, chute de l'attention, baisse des résultats scolaires, saute d'humeur. Les réseaux sociaux peuvent induire chez nos enfants des comportements dangereux. Alors oui, il y a toutes sortes de comportements dangereux qui sont effectivement possibles. Encore une fois, ce qui est certain, c'est que si un enfant développe un problème, les réseaux sociaux vont le renforcer, vont l'enfermer dans ce problème. Ça, c'est sûr et certain.
Donc, vous avez effectivement parlé de l'attention, c'est le fait aussi que les vidéos sont très brèves. Donc, on nous habitue sur les réseaux sociaux à suivre des vidéos de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et à passer ensuite automatiquement à autre chose. Dans notre capacité d'attention, elle est à ramener à quelques secondes. Donc, effectivement, on a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui se plaignent d'avoir des troubles de l'attention. Le trouble des fameux TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Il y a tout un débat. Est-ce que le trouble de l'attention existe vraiment? Est-ce que c'est pas réservé des enfants qui ont eu des problèmes vraiment dans la toute petite enfance, des séquelles, etc. Donc, mais ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, effectivement, n'habituent pas, ne peuvent pas aider à la concentration. Et pourtant, il y a cette chose extraordinaire avec les plus jeunes. Ils semblent être capables de faire plusieurs choses à la fois, d'être en même temps le smartphone à la main en train d'envoyer un post ou de liker et d'écouter autre chose, de regarder la télé. Alors, est-ce que c'est plusieurs... C'est pas un signe d'attention, ça, forcément? Est-ce que c'est plusieurs choses à la fois ou est-ce que c'est plusieurs petites choses qui font petit bout par petit bout, et finalement, ils font pas grand-chose. Donc, parce que quand vous reprenez une activité que vous avez laissée 10 secondes avant, ou 20 secondes avant, ou même une minute avant, il faut le temps de se replonger. Donc, là, je pense pas qu'effectivement les réseaux sociaux soient une aide à la concentration. Voilà, nous avons 3 enfants. J'ai 3 enfants qui ont... maintenant, il y en a 2 qui sont grands, une qui est encore lycéenne, et elle a passé beaucoup de temps, malheureusement, sur les réseaux sociaux, sur les écrans, et c'est quand même celle qui a le plus de difficultés à se concentrer. Vous racontez dans le livre que les patrons de la Silicon Valley sont les premiers eux-mêmes à vouloir protéger leurs enfants des écrans. Ils les inscrivent justement dans des écoles sans écran. Les patrons de la Silicon Valley, c'est-à-dire ceux qui sont derrière ces réseaux sociaux. Voilà. C'est une école qui se trouve à Los Altos, au cœur de la Silicon Valley. Los Altos, pour ceux qui ne connaissent pas la Silicon Valley, c'est sans doute le plus bel endroit de la Silicon Valley. C'est comme son nom l'indique en espagnol, c'est une petite montagne, une colline. Donc il y a des très belles propriétés. C'est là où sont effectivement les plus riches de la Silicon Valley, donc les patrons de la Silicon Valley. Et au bas de cette colline, il y a effectivement une école un peu particulière où il n'y a pas d'écran. Les écrans sont interdits et même les livres sont sont pas interdits, mais les manuels scolaires sont interdits, en ce sens que c'est les enfants eux-mêmes qui vont faire leur propre manuel scolaire à partir des enseignements de leurs profs. Et effectivement, cette école, du coup, est fréquentée par beaucoup d'enfants des futurs héritiers de la Silicon Valley. Et on sait, par exemple, que la fille de Steve Jobs y a été, maintenant, ça fait un petit moment, mais on sait aussi que Steve Jobs interdisait à ses enfants d'utiliser les iPads et les smartphones. Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux? C'est le titre de votre livre. Jacques Hainaut, vous restez avec nous. On poursuit cet échange dans une minute. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux? C'est le livre de Jacques Hainaut qui est notre invité dans les débats de l'été sur Sud Radio. Jacques Hainaut, on pourrait croire que vous ne voyez que le côté sombre des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a quand même des aspects positifs dans les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, il y a des aspects positifs dans toutes les nouvelles technologies, y compris dans les réseaux sociaux. Un des aspects positifs, c'est que bien sûr, là, ça permet aux enfants de se tenir au courant de l'actualité. Donc, parfois, ça leur donne peut-être trop tôt une conscience des problèmes qu'ils vont devoir affronter. Donc, il y a aussi un côté négatif. Et au risque des fake news? Au risque des fake news, bien sûr. Et puis, vous avez, pour les enfants qui sont un peu, on va dire, je ne sais pas comment dire, différents, pouvoir trouver sur les réseaux sociaux des communautés qui rassemblent des enfants, des préadolescents, des adolescents comme eux, et donc avec lesquels ils vont pouvoir discuter de leurs différences, avec lesquels ils vont pouvoir discuter de ces enjeux, comment parler avec leurs parents, etc. Ça, c'est un point très très positif, oui. Alors, entre 14 et 17 ans, 18% des garçons consulteraient au moins une fois par semaine des contenus pour adultes. Quelles sont les conséquences de cette exposition à la pornographie à travers les réseaux sociaux et comment se fait-il qu'il y ait cette exposition alors que les réseaux sociaux sont censés avoir des filtres ? Alors, première réponse donc sur les conséquences. Pour faire simple, un préado, un adolescent qui est exposé à ce type de contenu, il va prendre ce type de réalisation, si on peut appeler ça une réalisation, comme un documentaire. Et donc, il va croire que ce qui est montré, correspond à la vraie vie.
Un exemple tout simple, sans rentrer dans les détails, mais dans ce type de production pornographique, les actrices, par exemple, commencent par dire non avant de dire oui, de se soumettre à tous les fantasmes de leur partenaire. Et donc, un préado, un ado qui regarde ça, il va se dire, une fille qui dit non, c'est qu'elle veut dire oui. Donc, avec tous les quiproquos, ça va ensuite engendrer. Donc, ça c'est un des exemples que ça peut avoir. Et sur la modération qui, en théorie, s'applique aux réseaux sociaux. Oui, il y a des modérations, mais ce sont souvent des modérations algorithmiques. Ce sont souvent des algorithmes qui d'abord filtrent les images, donc ça marche plus ou moins bien. Et puis il y a toujours une ambiguïté sur ce type de contenu. Et vous parliez aussi des fake news. Les fake news, la pornographie, tout ça attire. C'est rapidement repartagé, donc ça génère du trafic. Donc qui dit trafic dit possibilité de montrer de la publicité, donc de gagner de l'argent. Donc il y a une ambiguïté de la part des réseaux sociaux par rapport à ces contenus qui devraient être interdits, parce que tout simplement ça leur profite. Quand vous avez des contenus qui attirent l'attention, qui sont facilement, qui mobilisent énormément de trafic, c'est une source de revenus encore une fois pour eux. Et la modération automatique, algorithmique, elle ne marche pas à 100%, mais lorsque vous avez maintenant des milliards d'utilisateurs, les utilisateurs sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, etc., se comptent par milliards. Quand vous avez des milliards d'utilisateurs, vous pouvez pas d'abord filtrer par des humains. Évidemment, et l'actualité l'a tragiquement montré, les réseaux sociaux sont un vecteur de harcèlement scolaire. Et la violence est démultipliée par rapport à ce qu'on pourrait appeler un harcèlement classique, et je mets des guillemets à classique, évidemment. Oui. Donc le harcèlement, malheureusement, a toujours existé, et voilà. C'est comme ça, on s'est toujours moqué d'un enfant. Pourquoi est-ce qu'on se moque d'un enfant? Parce que souvent ses camarades le jugent différent, le point de vue physique, intellectuel, sexualité, tout ce que vous voulez. Et donc l'enfant va être stigmatisé. Vous avez quelqu'un qui va vouloir jouer le rôle du leader, se mettre en avant, etc. Donc l'enfant va être moqué. La grosse difficulté avec les réseaux sociaux, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est pas sur la cour d'école, c'est tout le temps. Voilà, vous parliez du harcèlement classique dans la cour de récréation, on va dire. Donc l'enfant, il s'en va de l'école, l'établissement, le soir, la fin de l'après-midi, ça s'arrête. Là, sur les réseaux sociaux, il rentre chez lui, il voit qu'on continue à se moquer de lui sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps. Ça commence dans une classe, ça s'étend aux autres classes de l'établissement, ça s'étend à tous les niveaux de l'établissement, parfois ça s'étend aux autres établissements scolaires de la ville. Donc il va penser qu'il est moqué, harcelé par des centaines, voire des milliers de personnes. Et là, il se dit, s'il y a autant de personnes qui se moquent de moi, c'est que peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Il va culpabiliser, et comme il culpabilise, il n'arrive pas à en parler à un adulte. Parce qu'il se dit, si j'en parle à un adulte, on va me dire que c'est de ma faute, que j'ai fait quelque chose de mal. Comme il n'arrive pas à en parler à un adulte, il ne trouve pas la porte de sortie. Et heureusement, c'est des cas extrêmes, mais ça peut se terminer par des suicides. Oui, voilà. Donc on l'a vu malheureusement. Donc voilà. Plus généralement, ça se termine par la porte de sortie que l'enfant harcelé trouve, c'est de devenir à son tour harceleur. Voilà, donc on renverse la machine. Et donc il faut comprendre aussi on commence à comprendre aujourd'hui que parmi les harceleurs, il y a beaucoup d'anciens harcelés. Donc lorsqu'il y a harcèlement, il faut essayer de tout de suite l'arrêter. Et puis maintenant, on commence à comprendre qu'il faut s'occuper bien sûr de la victime, en priorité, c'est la victime, mais il faut aussi s'occuper du harceleur, parce que pourquoi est-ce qu'il est devenu harceleur? Parce que c'est une ancienne victime. Venons-en aux conseils pratiques que vous donnez aux parents, car c'est vraiment précis dans votre livre et très utile. Et d'abord, une question hyper pratique par rapport au sommeil. La consultation d'un écran après le dîner et encore plus en pleine nuit dans son lit peut avoir des conséquences terribles pour les enfants. Est-ce qu'il faut interdire les portables et les ordinateurs à partir d'une certaine heure? C'est l'idéal. Donc après le dîner, plus d'écran. Voilà, donc en tout cas pour les petits, c'est l'idéal. C'est plus compliqué pour les collégiens, lycéens, parce que il faut quand même reconnaître que l'éducation nationale est un peu bizarre. C'est-à-dire que d'un côté, elle fait appel à des personnes comme moi, des spécialistes, des intervenants, des conférenciers pour dire aux enfants ne passez pas trop de temps devant les écrans, etc., etc. Et puis, les enfants ont besoin d'un smartphone, ont besoin d'un ordinateur pour faire leurs devoirs en ligne. Et donc, voilà, dès que vous avez des collégiens, des lycéens qui doivent de toute façon passer du temps sur leurs écrans le soir pour faire leur travail. Et c'est pas bon. Pourquoi c'est pas? Sauf qu'ils font pas que leur travail. Voilà, parfois en plus ils font pas que leur travail. Voilà, je suis peut-être encore naïf, mais
Voilà. Donc ils font leur travail sur des écrans, c'est ce qu'on appelle souvent des écrans bleus, c'est-à-dire c'est des écrans à LED, donc voilà, des écrans plats, comme notre smartphone, votre écran d'ordinateur est devant vous. Et donc ces écrans envoient une lumière bleue. Alors maintenant il y a des réglages possibles, lumière jaune, etc. Les lunettes anti-lumière bleue, j'y crois pas trop personnellement. Donc lumière bleue, et donc cette lumière bleue, elle envoie un signal au cerveau en disant c'est pas encore le moment de s'endormir. Donc les enfants passent du temps sur les écrans, donc ils vont peut-être se coucher plus tard. Non seulement ils se couchent plus tard, une fois dans leur lit, ils ont du mal à s'endormir à cause de cette fameuse lumière bleue. Et ici, ils ont vu des choses qui les ont perturbés, ils vont faire des cauchemars. Donc résultat de tout ça, ils dorment moins longtemps, moins bien. Donc le matin, ils sont fatigués. Le plus important, c'est d'engager un dialogue avec ces enfants autour des réseaux sociaux. De quoi leur parler, comment les mettre en garde sur les dangers des réseaux sociaux. Quels sont les thèmes à aborder? Alors donc dans le livre, effectivement, il y a une bonne dizaine de pages qui sont consacrées à comment effectivement mener un dialogue avec un préadolescent, un adolescent sur le thème des réseaux sociaux. Donc expliquer l'économie, on va peut-être pas utiliser ce mot pour des plus jeunes, mais l'économie des réseaux sociaux, encore une fois, c'est capter notre attention pour qu'on y passe le maximum de temps, pour qu'ils puissent nous montrer le maximum de publicité et gagner le maximum d'argent. Oui, leur dire, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, c'est pour faire gagner du fric à Zuckerberg ou Elon Musk ou qui sais-je encore. Voilà, exactement. Et ça, expliquer avec des mots simples, les petits du primaire le comprennent tout à fait. Donc voilà. Donc, mais effectivement, dans le livre, c'est plutôt un discours que je tiens devant les collégiens, donc que je partage mes astuces avec les parents. Expliquer qu'effectivement le pouvoir des algorithmes, expliquer le pouvoir des images. Les enfants aussi, lorsqu'on leur demande pourquoi est-ce que nous passons autant de temps devant les images, pourquoi est-ce que les images nous fascinent, ils trouvent. Les adultes mettent plus de temps à trouver lorsque j'interviens devant les adultes, mais les enfants, ils trouvent, voilà, au bout d'un moment, ils comprennent très vite effectivement parce que les images nous racontent encore une fois une histoire. Leur expliquer aussi que toutes les traces qu'on met sur Internet sont indélébiles. Voilà. Et donc, pour les responsabiliser, en particulier au niveau du harcèlement, je leur explique qu'à chaque fois qu'on utilise une nouvelle technologie, on laisse des traces. Et donc, si on laisse des traces, on est forcément identifiable, repérable, rattrapable. Donc, ça veut dire qu'avec les nouvelles technologies, l'anonymat n'existe pas. Et si l'anonymat n'existe pas, l'impunité n'existe pas. Mais tout ça devrait être enseigné à l'école, non ? Oui, bien sûr. Alors vous y allez-vous faire des présentations, des conférences, mais ça devrait être au programme scolaire. C'est au programme scolaire normalement. Il y a tout un plan. Voilà, mais après ils n'ont pas forcément d'abord le temps. Le temps n'est pas forcément prévu sur le temps scolaire, et puis ils n'ont pas forcément les compétences. Et c'est un discours qui est un peu compliqué parfois à appréhender, à avoir, comment trouver les mots simples pour parler, etc. Il faut pouvoir tenir en haleine quand même des enfants pendant 1 heure, 1 heure et demie sur des sujets qui les passionnent. Donc tout de suite, ils se mettent à vibrer, donc ça les fait réagir. Alors comment fixer la juste limite entre l'interdiction totale, le flicage ou la liberté? Je vais vous demander juste un mot de réaction sur ce qui se passe en ce moment en Chine. Le gouvernement entend restreindre l'accès à Internet des mineurs en le bloquant la nuit et en le limitant à quelques heures par jour. Au quotidien, par exemple, les 16-18 ans auront droit à 2 heures d'utilisation sur leur smartphone et les plus jeunes de 8 à 15 ans se limiteront à 1 heure par jour. Et tout ça sera possible grâce à la technologie. En France, c'est pas possible de fliquer à ce point-là. Alors, heureusement. Écoutez, voilà. Par contre, c'est le rôle des parents. Voilà, mais voilà, par contre, on n'est pas dans un pays où c'est à l'État de se substituer aux parents. Voilà, donc c'est la responsabilité effectivement des parents de donner à leurs enfants effectivement un outil qui est quand même avec des applications qui sont conçues pour être addictives, pour rendre les enfants addictifs, pour rendre les utilisateurs. Il faut quand même en avoir conscience. Donc c'est conçu comme ça. Dans le livre, je cite un des co-créateurs de Facebook qui explique bien que dès le départ, ça a été conçu pour nous voler notre attention, nous prendre notre attention et nous hacker avec des likes, avec la fameuse dopamine. Donc vous pouvez donner un écran à votre enfant, mais il faut installer absolument un contrôle parental qui y passe le moins de temps possible. Vers quoi le moins de temps possible, que ça lui laisse le temps de faire ses devoirs, le temps de lire. Lire, c'est développer son imagination, très important. C'est avoir des amis, c'est avoir une vie de famille, c'est avoir des sorties, etc. C'est très bien les nouvelles technologies, ça apprend des choses. C'est faire du sport aussi. Faire du sport, voilà, de la musique, tout ce que vous voulez, toutes les activités culturelles, sportives, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Voilà, mais effectivement,
Après, c'est aux parents de décider combien de temps. Je pense qu'effectivement, un petit primaire, début du collège, 1 heure, c'est pas mal, maximum. Merci beaucoup Jacques Hainaut d'être venu nous voir dans les débats de l'été sur Sud Radio. Votre livre, Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux, c'est aux éditions Télémac. Bonne journée.